Ok, on est parti donc sur ce webinaire avec les petits nids qui sont là avec nous pour nous parler de leur aventure, parler de leur quête de construction d'habitat réversible. Alors, les petits nids, est-ce que vous pourriez prendre un petit temps pour vous présenter, expliquer votre histoire? Comment déjà vous en êtes arrivé à parler de ce sujet des habitats légers, des habitats réversibles? Oui, bien sûr. Bonjour à tout le monde, merci d'être présent aujourd'hui. Bonjour, Bonjour. Andrea, enchantée. Donc moi c'est Andrea. Je suis donc la fille de Cyril et on a monté donc les petits nids ensemble il y a 2 ans maintenant parce qu'on a fêté les 2 ans en septembre de la société. Et comment ça nous est venu alors après le Covid, enfin pendant le Covid plutôt, Hop là. moi personnellement je finissais tout juste mes études en communication. Et donc, je n'avais pas de projet professionnel bien précis. Et en fait, je me suis beaucoup intéressée à pas mal de sujets autour de l'environnement et notamment l'habitat, puisque j'ai un papa passionné de l'habitat et notamment de l'habitat en bois depuis plusieurs années maintenant. Et moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était les tiny houses, en fait. On en entendait beaucoup parler, sujet de l'habitat mobile, du coup. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est embréché, moi, de mon côté. Donc, je vais laisser Cyril donner sa version qui va peut-être être un peu différente au niveau du point de vue. en fait, ces petits nids, effectivement, existaient dans des cartons parce que quand on a acheté un gîte en 2017, on avait envie de mettre des extensions de couchage dans ce gîte et on avait fait un petit peu un tour de ce qu'il y avait de disponible à l'époque. On n'avait rien trouvé de bien transcendant, si ce n'est quand même des maisons hollandaises en carton, ce qu'on appelle les Wickel House, et qui nous plaisaient vraiment bien. Donc, on a pris contact avec ces personnes qui sont vraiment super. Bon, à l'époque, ils avaient déjà 2 ans de délai de commande et ils ne livraient pas sur la France. Donc, ils nous ont fait une proposition, mais qui était un peu onéreuse et surtout qui correspondait pas à ma volonté, moi, d'essayer de localiser en fait le projet. Parce que j'avais pris conscience il y a quelques années, en 2011, au moment des premières assises de la Maison Passif, que quelquefois la notion environnementale s'oppose aux notions écologiques en fait. Euh, à l'époque, je me rappelle, je rénovais une maison et j'avais le choix entre une laine de chanvre de Pologne et une laine de verre à 45 km de chez moi. Mhm. Et j'avais découvert à ce moment-là le bilan carbone que je ne connaissais pas en fait du tout. Donc voilà. Donc on était en train de construire une maison en bois, nous, chez nous. Et en fait, en discutant avec les constructeurs, ils ont été plutôt partants sur le projet de faire des petites chambres. Bon, finalement, on est parti sur une yourte pour plein de raisons. Et donc, le projet était dans des cartons. Voilà. Ma fille me les a fait ressortir parce que je les ai un peu contaminés sur le virus de l'habitat parce qu'on a rénové ensemble plusieurs maisons. Et on a construit une première maison en bois en ville au Sable d'Olonne il y a quelques années. Donc, elles m'ont toujours soit vu bouquiner maison écologique, soit j'attends une maison, soit... enfin voilà, plein de bouquins de déco sur les maisons. Et oui, alors effectivement, elles m'ont amené l'idée des tiny. Et donc, moi, enfin, les petits modèles ne me parlaient pas vraiment. Je trouvais que ces petites tiny étaient superbes, adorables. Et donc, on est parti voir des tiny. Et je me suis aperçu, alors d'abord, qu'il y avait quand même pas mal de propositions sur les tiny. Et surtout, on a découvert ensemble, je crois, hein, la différence qu'il pouvait y avoir Au niveau de la entre, législation. voilà, dans la législation entre l'habitat mobile et l'habitat léger. Et alors, j'avoue que pour des raisons légales et aussi de confort personnel, j'ai pas eu envie de partir dans le monde des tiny parce que je voyais que beaucoup s'engouffraient dedans et je me suis dit que la concurrence allait devenir assez vive. Et surtout, les législations évoluent doucement.
sûrement, mais doucement. Et donc, je voyais évoluer la maison mobile avec un grand doute quand même sur le fait que les municipalités acceptent assez rapidement ce genre d'habitat. Voilà, ça c'est une des raisons. L'autre raison, c'est que quand on a essayé des tiny, euh, moi je me suis senti à l'étroit pour y vivre en permanence. Voilà. Hmm. Donc j'ai eu envie de proposer un produit qui soit différent. Et donc on a réfléchi à faire plutôt quelque chose qui soit plutôt apparenté à l'habitat léger qu'à l'habitat mobile. Voilà, c'est un choix. Ouais. Parce que pour expliquer le concept de base des petits nids, c'est des constructions en bois, ossature bois, qui vont avoir des fondations, Oui. oui, mais totalement réversibles. Voilà. Est-ce que Mm. vous pouvez peut-être préciser Oui. le concept Ah, fondateur? alors, peut-être que vous n'avez pas vu forcément les photos. On va peut-être Oui. pouvoir justement commencer à vous afficher des slides qui vont peut-être effectivement plus vous parler sur la nature de l'habitat dont on parle. Voilà. Et là, c'est bon, tu partages. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Alors, Vous avez vu là ou pas? Attendez un instant. On ne voit pas l'écran. Ouais. Il y a pourtant, tous les participants peuvent bien faire des partages d'écran. Alors, On utilise donc, Hop, on reprend, désolé, hein. On reprend l'enregistrement. c'est pas grave. Et donc, on est au format maximum roulant. Donc, on a décidé, ça c'était aussi un choix sur lequel on a réfléchi, d'utiliser un transport exceptionnel. Alors, ce qui pourrait paraître un peu aberrant dans un premier temps, parce que on cherche à avoir des habitations qui sont plutôt saines et qui soient avec un bilan carbone le plus réduit possible. Mais en fait, ce transport exceptionnel nous permet de réaliser le maximum de travaux en atelier. Et donc, ça évite des déplacements d'équipes sur le terrain avec des camions. Voilà. Et donc, ce qu'on trouve en confort dans le transport exceptionnel compense en fait le bilan carbone qu'on aurait eu si on devait déplacer des équipes sur place pour finir le module. Donc ça, c'est quelque chose qui a été évalué et calculé, à la fois en termes de temps, en termes de consommation d'énergie. Donc, on a opté pour le transport exceptionnel. Et donc, les petits nids arrivent dans le niveau de finition qu'ils sont choisis, c'est-à-dire on peut avoir un hors d'eau, hors d'air, ou on peut avoir un clé en main. Ils arrivent sur place dans l'état où on les a commandés. Et donc, on les pose sur des pieux qui sont des pieux métalliques, en fait, qui sont vissés dans le sol. L'avantage de ces pieux, c'est qu'ils peuvent y répondre à toutes sortes de nature de terrain. Et ils permettent en fait au terrain de continuer à respirer, de voir le jour, de recevoir de l'eau, ce qui, d'un point de vue écologique et environnemental, a vraiment un argument fort. On voit bien dans l'évolution de la législation que ces arguments-là vont devenir de plus en plus capitaux au fur et à mesure du temps. Oui, parce qu'on a une lutte contre l'artificialisation des terres là, qui s'est Exactement. maintenant bien inscrite dans la loi, hein. Ça Ouais, doit tout à être fait. fait l'objet de la loi climat et résilience. Ouais. Et qui donne des objectifs effectivement de réduction des surfaces artificialisées qui sont vraiment ambitieuses. Ouais, Après, c'est ça. là où je dirais que la réglementation, la réflexion des autorités publiques, je pense que ça a de la marge de manœuvre, c'est sur le fait que au jour d'aujourd'hui, au niveau, comment dire, des habitats qui sont réversibles, j'entends bien totalement réversibles, comme ici, eh bien, ils sont enfin, sont encore peu, il y a encore peu de différence réellement par rapport à des constructions non réversibles standards, en termes d'accès aux autorisations d'urbanisme, dans mon expérience et dans ma lecture de la réglementation. Alors, voilà, on a quelques visuels. c'est bon, j'ai réglé le souci. Mon informaticienne en chef a Super, réussi on à va résoudre mieux le comprendre. problème, c'est top. On est Voilà, donc sur- voilà les pinis. Donc, comme je vous disais, 4,50 m de large.
Et en fonction de la taille, donc on propose des tailles qui varient de 20 mètres carrés à 45 mètres carrés. On a entre 4,5 et 10 mètres de long. Et donc, est-ce qu'on peut passer au slide suivant? Voilà les pieux dont on vous parle, en fait. Voilà, ce sont des pieux qui sont vissés dans le sol, donc qui ont un impact sur le sol vraiment très, très petit. Pour preuve, lorsqu'on dévisse ces pieux, en fait, en très peu de temps, le sol reprend ses droits et il n'y a plus aucune marque sur le terrain. D'accord, c'est de l'acier inox? C'est de l'acier, oui. D'accord. C'est de l'acier, et donc ça fait l'objet d'un DTU, donc voilà, et ça nécessite d'avoir une formation, une habilitation pour pouvoir poser ces pieux, parce qu'on a vu, nous, sur le terrain, quelques imitations, mais alors avec des pieux qui se tordent, qui ne sont pas vraiment stabilisés, et donc voilà, nous, on a choisi une version, certes un peu plus onéreuse, mais qui a un DTU et qui permet en fait de garantir, notamment aux municipalités, l'équivalent d'une chape lourde. Voilà, parce que c'était au départ, les premières questions des municipalités étaient sur « ce ne sont pas des fondations ». Voilà. Et donc, on a dû aller chercher de manière historique ce qu'on considère comme être une fondation. Parce que même au niveau des organismes financiers, au départ, il y avait un refus d'adhérer à un éventuel prêt immobilier parce qu'ils considéraient qu'il n'y avait pas de fondation. Ils étaient tous persuadés en fait qu'il fallait une fondation en béton pour pouvoir justifier d'immobilier. Et donc, on a fait le tour, on a regardé auprès des notaires, les banques ont cherché de manière historique pour s'apercevoir qu'en fait, c'était de fausses croyances. En fait, on peut justifier d'une vraie fondation. Là, on considère en fait qu'on est sur des vraies fondations. Voilà, donc ça, c'était un point intéressant parce que pour nous, c'est une vraie valeur aujourd'hui. Donc ça, c'est la partie environnementale. Après, l'Optimi, lui, il est construit comme une vraie maison, c'est-à-dire que structurellement, alors nous, on travaille avec une entreprise donc, qui s'appelle Guérin-Brémaux, qui est une SCOP, donc ça correspondait aussi à notre projet à nous, voilà, de pouvoir travailler sur un raisonnement gagnant-gagnant sur l'ensemble de la chaîne. Et donc, ce qui dit SCOP dit salarié motivé, puisque chaque salarié de l'entreprise Guérin-Brémaux a 2 parts et demie de l'entreprise. Elle est composée à 70% de compagnons. Donc, on a vraiment un esprit qualitatif vraiment très poussé. Le premier module, d'ailleurs, a fait l'objet d'une réunion entre compagnons sur place, en ne tenant pas compte justement des aspects financiers pour eux, s'appuyer uniquement sur l'aspect constructif et qualitatif. Donc, on voit que voilà, il y a un vrai amour du métier. D'ailleurs, les petits nids sont signés par le ou les artisans qui interviennent sur le petit nid, de manière à ce qu'il y ait à la fois un engagement, une personnalisation, et puis ouais, voilà, de l'humanité dans le chantier. Voilà. Puisque quand on parle du retour au vivant, tout le monde est concerné, hein, pas seulement la nature, mais nous aussi. Voilà. Et donc, ça donne du sens à notre projet. Donc, 4,50 m, c'est le double d'une largeur d'une tiny. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, ça veut dire que quand on regarde un petit nid, la moitié, c'est la largeur d'une tiny aujourd'hui. Voilà. Il y avait un deuxième aspect, moi, qui me posait un problème dans une tiny. J'ai 57 ans aujourd'hui, donc je commence, même si je suis encore loin, à penser à mes vieux jours. Et je me suis dit, je crois que ça va être compliqué pour moi d'envisager de monter à l'échelle pour pouvoir aller me coucher. Alors, même s'il y a des tiny qui ont des escaliers qui sont assez bien faits, moi, j'avais envie de quelque chose de plat. Et donc là, l'avantage, c'est qu'on a tout de plein pied, en fait. Voilà. Alors, il y a besoin d'une mezzanine dans la chambre, c'est possible, mais là, ça résulte d'un choix personnel et ce n'est pas une imposition du fait que pour gagner de la place, on soit obligé d'aller mettre les chambres en hauteur. Voilà. Donc ça, c'était un deuxième aspect. Et puis, le troisième aspect, moi, qui m'a amené à aller vers ces petits nids-là, c'est que pour transporter les tiny, en fait, ce n'est pas si simple. Il faut un gros véhicule. Il faut anticiper son trajet.
parce que quand on roule avec un véhicule qui fait 4 mètres de haut, on ne passe pas partout. Donc, ça nécessite soit une consultation auprès de la préfecture, soit une vraie étude sérieuse du trajet qu'on va faire. Moi, personnellement, j'ai jamais croisé de tiny vraiment sur la route. Voilà, donc je trouve que les tiny sont vraiment des solutions hyper intéressantes dans certains cas précis. Mais nous, on n'a pas aussi osé affronter la législation sur l'aspect mobile. Voilà. Donc, on est sur un aspect habitat léger. Donc, c'est confortable pour nous parce qu'on peut aborder les municipalités sur les projets avec à la fois l'argument léger et à la fois l'argument petite maison en bois. Ce qui nous facilite la gestion des dossiers, puisque on s'est aperçu aussi avec l'expérience que le côté mobile fait peur dans la plupart des municipalités. Je confirme dans mon expérience Mm. aussi. Ouais. Alors, j'ai essayé de faire des rapprochements avec ce qui... Et finalement, ce qui semble être une peur marquée dans beaucoup d'endroits, c'est la peur du gitan, en fait. Tout à fait. Et Je pense que les municipalités transposent des préjugés très anciens qu'ont les gens du exactement. voyage Ah oui, sur oui, ces carrément. habitats-là. Ouais, carrément. Voilà, ça tombe bien parce que justement, effectivement, on n'a pas eu à défendre ce genre de choses. Alors, on a à l'expliquer encore, hein, parce qu'au départ, nous, on est parti avec plutôt une argumentation habitat léger, habitat réversible, etc. Et on s'est aperçu que ça faisait aussi peur, ça. Oui. Et donc, en parlant plutôt d'habitat léger, mais de petit habitat en bois, respectueux de l'environnement et respectueux du terrain, on a plus de crédit, en fait. Hmm. Donc, parce qu'aujourd'hui, les municipalités sont sensibles. D'ailleurs, certaines municipalités aident certains propriétaires à enlever des surfaces bétonnées ou bitumées. Il y a même des aides qui sont données pour ça. J'ai un ami là qui vient d'acheter une maison sur laquelle il y avait un ancien terrain de tennis et en fait, il se fait aider pour enlever toute la partie goudron de ce terrain de tennis. Donc, on voit que voilà, on cherche petit à petit à réduire ces surfaces occupées. Donc, là, le petit nid il se pose là, en ce sens que voilà, on n'a pas d'impact lourd sur le terrain. Mais est-ce que finalement, dans votre expérience, le fait que la réglementation évolue justement pour tendre vers l'objectif zéro artificialisation nette, Mm. est-ce que ces textes réglementaires récents, finalement, ils ont été utiles dans les projets? Oui, ils le sont. Oui. Ils le sont. Ils le sont à deux titres. D'abord par la loi elle-même, mais surtout par la sensibilisation des services municipaux et des services de l'urbanisme sur le sujet. Donc, voilà. Donc, alors, il y a des exceptions. Hein. Tout le monde n'est pas exactement au même niveau. Hein. On a eu des refus catégoriques. Voilà, dans des endroits où la sensibilité au niveau de l'écologie n'est pas encore vraiment affirmée. Mais je pense qu'ils vont y venir. Et puis, terrain de jeu la nouvelle réglementation, la RE 2020. Mm. Euh, Thermique, réglementation. c'est une régulation thermique et Environnementale. environnementale qui est exigible depuis le 1er janvier 2020. Donc, c'est très récent. La plupart des permis de construire qui ont été déposés ont été avant la réglementation. Ça veut dire que pour l'instant, celui qui n'est pas au courant de cette réglementation va encore voir pendant 2-3 années des chantiers selon l'ancienne version. Mais tous les permis qui vont être et qui sont accordés depuis début 2020 doivent respecter l'exigence de cette norme qui a 3 volets. Le premier volet étant la transition, le deuxième volet étant l'équilibre, et le troisième volet ayant des prétentions beaucoup plus fortes, et notamment en termes de comment on appelle ça, de matériaux biosourcés. Ça veut dire que les parpaings classiques que nous connaissons, l'utilisation du ciment à outrance, vont avoir leur propre réglementation. Et donc, tout ce qui est biosource, et notamment la construction en bois, va prendre de l'essor. En Mais tout est-ce cas, c'est ce que... que finalement, ce changement, ce basculement de la RT 2012 et la RE 2020, est-ce que ça a réellement impacté ici ce concept d'habitat
alors dans la mesure où il était déjà assez poussé au niveau écologique. Alors, oui, moi, je le crois volontiers, mais comme c'est très récent, on n'en voit pas encore l'impact aujourd'hui. Ok. Par contre, le fait de pouvoir s'appuyer sur un texte, Mhm. sur une législation, pour dire attention, regardez ce qui est marqué dedans. Voilà, on est, nous, dans le Pini, biosourcé à 90%, puisque les fenêtres ne sont pas biosourcées, mais le reste est entièrement biosourcé. On a une avance considérable sur la législation. Aujourd'hui, la construction en bois, et c'est marqué dans cette norme, représente 10% des chantiers, ce qui est déjà beaucoup par rapport à il y a 10 ans, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser aux constructions en bois. L'objectif est vraiment très ambitieux. Il faut que d'ici 2030, l'ensemble des constructions contiennent du bois. Donc on est vraiment voilà, sur un secteur qui va vraiment progresser. Et puis, l'été qu'on vient de passer nous aide aussi dans la prise de conscience qu'il faut se bouger les fesses et qu'il faut pas. Voilà, il est largement temps de se poser les bonnes questions, quoi. Ok. Est-ce que vous avez encore d'autres visuels pour qu'on comprenne le déroulé du chantier? Parce que là, on a donc, la Oui, fondation, la plateforme Oui, sur laquelle on va faire le reste. donc là, en fait, on met un cadre en finition. bois, Mhm. voilà. On pose les pieux et ça nous permet ensuite de calculer en fait la plénitude du chantier pour pouvoir ensuite venir poser le pignon dessus. Donc une fois que le cadre est équilibré, que les pieux sont à la bonne hauteur, on enlève le cadre et là, il reste les pieux. Et ensuite, on va venir poser le pignon dessus. Voilà. Donc ça, c'est le premier modèle qui a été posé en décembre l'année dernière, juste avant Noël. C'était un cadeau de Noël. Il a été posé le 23 décembre. Donc c'était top. Et donc, on voit que le pignon est posé sur ces pieux. Ça permet aussi de compenser une certaine forme de pente. Là, on avait quand même 2,50 m de pente entre, on va dire, le grand arbre qu'on voit à droite et 2 mètres après le bout de la terrasse. On a 2,50 m. Et le pignon, en fait, compense la pente. Et puis, Ce qui nous amène à avoir une terrasse un peu en hauteur, ce qui n'est pas désagréable. Alors depuis, bon, il s'est passé des choses, le petit n'est pas resté comme ça, on a arboré, etc. On y a mis aussi la phytoépuration. Et donc le petit nid, d'un point de vue composition, donc, est composé, alors on va voir plutôt la structure. Est-ce que tu peux nous montrer la structure? Voilà. Donc ça, c'est la structure du petit nid. Donc voilà, ça, c'est une vraie maison en bois. C'est-à-dire que les maisons en bois qu'on construit depuis 30 ans chez Guérin-Brémos sont construites exactement sur ce type de structure. Donc vous avez au centre du pin, donc du sapin qui vient des régions de Bretagne et du Poitou-Charentes. Dedans, on y met une laine de bois à haute densité, puisqu'on est sur du 50 kg au mètre cube. Pour vous donner un équivalent, la laine de verre la plus performante aujourd'hui est à 30 kg au mètre cube. La précédente était à 20 kg au mètre cube. C'est ce qui explique, pour ceux qui ont déjà fait de la rénovation, qu'au bout de quelques années, quand on enlevait les cloisons, on voyait la laine de verre qui avait descendu et qui n'isolait pas. Elle s'était tassée parce qu'elle absorbe de l'eau et qu'elle ne sait pas la restituer, et surtout parce qu'elle avait peu de densité. Donc là, on est sur un isolant qui se tient vraiment, qui est à la fois un isolant thermique et acoustique. Ensuite, on a un OSB sur l'extérieur qui permet de contreventer et d'être conforme aux normes de construction, sur lequel on vient mettre un EPDM. C'est comme une espèce de chambre à air, en fait. Voilà, c'est d'ailleurs du caoutchouc. Et en fait, le petit nid est totalement enveloppé, ce qui fait qu'il est rendu étanche voilà, au niveau de sa structure. Ensuite, comme le PDM craint le soleil, on met un bardage, donc on met un jour entre le bardage et le PDM, et on met un bardage ajouré. Donc le bardage qu'on a choisi, c'est un Douglas avec une épaisseur de 4 cm et demi, donc c'est vraiment une grande épaisseur. Ajouré, pourquoi? Parce que on utilise le principe de la bioclimatisme, c'est-à-dire que comme la température à l'intérieur entre le PDM et le bardage est toujours différente de l'extérieur, ça crée une ventilation naturelle. Voilà.
Et on a pu vérifier l'efficacité de cette ventilation cet été notamment. Je vais en reparler au niveau de l'aspect intérieur, bioclimatique intérieur du petit nid, mais on a vu qu'effectivement, c'était super efficace. Et ça permet donc à l'ensemble d'avoir une durée de vie qui aujourd'hui est estimée à 100 ans. Voilà, parce que la norme, justement, la nouvelle norme préconise, enfin demande aux constructeurs aujourd'hui de s'engager sur la durabilité des biens, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc voilà, d'un point de vue structurel. Et de l'autre côté, on a un pare-vapeur, parce qu'on est allé visiter pas mal de tiny anciennement installés, et on a pu glaner en fait, des informations sérieuses sur le retour d'expérience en fait, de ces tiny, pour s'apercevoir qu'il y avait pas mal de points de rosée, de problèmes d'humidité. On est dans des petits espaces. Et donc, on a mis un pare-vapeur de l'autre côté de l'isolant pour pouvoir le protéger. Et ensuite, on utilise notre contreplaqué de peuplier, ce qui nous permet en fait d'avoir un aspect cintré. On va peut-être revenir sur l'intérieur pour qu'on puisse voir ce que je dis. Non, je pense que dans le bas. Tu parles des premières photos? Ouais, s'il te plaît. Voilà. Clac, clac, clac. Voilà. Et en fait, l'avantage de ce contreplaqué de peuplier, c'est qu'il nous permet de cintrer de manière arrondie, en fait, les cloisons, et ce qui lui donne un aspect à la fois rond, agréable, doux, et un aspect haut, puisqu'on monte à 3,50 m à l'intérieur, ce qui nous permet d'avoir, voilà, avec cette baie ouverte sur l'extérieur, à la fois une belle lumière et un sentiment d'espace. Et je reviens sur le schéma technique, parce qu'on a pas mal la question. En fait, la structure est la même au niveau des cloisons extérieures et au niveau de la charpente. On est sur le même principe constructif, en fait, sur les deux. D'accord. Voilà. On n'a pas de toiture. On atteint quel R? Quel niveau de résistance thermique? Ça, c'est une bonne question. Je ne peux pas répondre à cette question. Je n'ai pas la connaissance suffisamment technique pour t'en parler. Le petit nid fait en ce moment l'objet d'une étude thermique, justement, pour répondre aux exigences de la RE 2020. Donc, on va avoir des retours très prochainement sur ce sujet-là. En fait, nous, on l'a, dans un premier temps, étudié d'une manière pragmatique, c'est-à-dire que depuis décembre, tous les jours, on prend des relevés de température et on voit comment ils se comportent, en fait. Donc, on a commencé évidemment par l'hiver. Donc, on s'est aperçu que l'hiver, la captation solaire était vraiment très importante, ce qui permettait d'avoir un minimum de chauffe, notamment dans la journée. Voilà. Et que cet été, grâce au côté traversant nord-sud, on a eu une dépression naturelle qui nous a permis en fait de limiter l'apport de chaleur de manière vraiment optimum. On a eu simplement 4 jours enregistrés de température au-dessus de 30 degrés. Alors là, je vais rappeler à tout le monde, parce qu'on l'a tous vécu, hein, les 38 degrés et les 42 degrés qu'on a pu avoir cet été. Voilà, là, on n'a pas pu lutter. Le petit nid est monté dans la journée à plus de 30 degrés. Mais le soir, il a vite reperdu sa température. Dans l'ARE 2020, sont estimés mauvais toutes les maisons dont la température dépasse 30 degrés pendant une durée de plus, je crois que c'est de mémoire, de 10 jours consécutifs. Voilà. Donc, ça n'a pas été le cas pour le petit nid, par exemple. Donc, on voit que l'aspect bioclimatique a bien été respecté. La seule chose, en fait, qu'on est tenu d'ajouter au niveau du petit nid l'été, c'est un brise-soleil qu'on a, nous, volontairement prévu mobile, c'est-à-dire que là, il y est encore, mais on va l'enlever, parce que l'avantage, c'est qu'en l'enlevant, on va commencer à être dans des périodes où on va chercher à capter le maximum de soleil, alors que cet été, on a cherché à fuir le soleil le plus possible. Voilà. Et ce brise-soleil mobile, qui est ni plus ni moins en fait ce qu'on appelle une toile, Bâche de une camouflage. bâche de camouflage. Voilà. Vous avez des photos sur
Là, on n'en a pas mis sur le diaporama, mais vous avez des photos sur nos réseaux sociaux. Facebook ou Instagram, on met souvent des petites photos de notre showroom. Ouais, si ça vous intéresse, d'ailleurs, vous pourrez aller sur Instagram parce que l'avantage d'Instagram, c'est que on a pu y déposer des petites vidéos. Et notamment, vous avez la vidéo de l'arrivée du petit nid sur le terrain avec le grutage et le dépôt du petit nid. Voilà, et puis vous avez plein de tuyaux. Ma fille s'est amusée à faire plein de tuyaux sur la décoration. Donc, si vous voulez une table qui vous plaît bien, vous aurez toutes les coordonnées pour pouvoir acheter la table de votre côté. Enfin, voilà. Ça, c'est son domaine à elle. Moi, je ne maîtrise pas ça. Super. Et donc, un questionnement comme ça qui me vient, c'est si on voulait aller sur une optique d'autonomie à partir de l'eau pluviale. Donc, je pense qu'il n'y aurait pas de difficulté à faire des gouttières. J'en en vois pas en tout cas à l'image, mais j'imagine qu'on pourrait positionner des Non, gouttières. il n'y en a pas. En fait, les gouttières, il faudrait, alors ça paraît paradoxal, mais il faudrait les mettre en bas, en fait, et Ah, pas en haut. Puisqu'en fait, comme toute la partie extérieure est d'un seul tenant, en fait, on a cette membrane noire en fait, qui couvre l'ensemble du petit nid. Et donc, l'eau Ruisselle tout le long. voilà, ruisselle tout le long de cette EPDM et tombe en fait en bas. En fait. ok. Donc, il faut simplement mettre des gouttières en bas, ce qui est pas du tout plus difficile à gérer qu'en haut. Ça peut être très discret parce qu'en fait, on peut le mettre juste le long du petit nid et aujourd'hui, en mettant des gouttières soit en zinc, ils font des gouttières maintenant de couleur, on peut faire quelque chose d'assez harmonieux et donc on pourrait récupérer l'eau. On n'a pas voulu, nous, s'attaquer à ce dossier pour une question de responsabilité parce que c'est un sujet, l'eau, qui est un vrai sujet sur lequel il y a beaucoup de lobbying d'exercer, et notamment des lois qui contraignent les utilisateurs d'eau potentielle de pluie à le gérer d'une manière assez précise, avec une déclaration officielle, une gestion des analyses d'eau, pour pouvoir les utiliser, alors pas forcément pour les boire, hein, mais déjà quand on les utilise pour la douche. Donc, moi, je me suis interrogé pourquoi les constructeurs de Tiny proposaient des solutions. En fait, la différence fondamentale entre les Tiny et nous, c'est que les Tiny sont proposés départ usine. Donc, la responsabilité de l'utilisation incombe à son utilisateur. Nous sommes sous une garantie décennale avec une livraison sur place. Et donc, les systèmes que nous mettons, nous devons nous y engager. Donc, moi, je préfère en fait proposer l'accès à des vrais professionnels de l'eau pour gérer ce dossier-là. C'est pas une manière de botter en touche, hein, c'est une manière en fait de dire quand on maîtrise, on fait, et quand on maîtrise pas, on confie à des vrais professionnels le rôle de s'en occuper. Parce que c'est un vrai métier. Voilà. Le solaire, c'est la même chose. Si vous venez, et j'espère que vous viendrez nombreux visiter les petits nids sur place, parce que celui-ci, il est disponible à la fois à la location et à la visite. Vous verrez qu'il est totalement autonome au niveau solaire, par exemple. Mais cette autonomie solaire, on l'a gérée avec un organisme spécialisé parce que c'est un vrai sujet. En fonction de l'endroit où on est, on peut avoir besoin soit de batterie, ce qui est le cas, là, on l'a poussé vraiment à son extrême, donc on l'a amené à être totalement autonome. Mais avec du recul, j'ai quand même un regret d'un point de vue écologique parce que, ben, vous voyez, mes batteries étaient pleines début juin et toute la production d'électricité qu'on a assurée pendant tout l'été, ça a été perdu, en fait. Et on a été obligé de mettre des panneaux supplémentaires pour pouvoir nous garantir cette autonomie, y compris l'hiver. Donc j'ai compris en utilisant les panneaux que finalement, il dû peut-être être plus opportun de nous relier à un compteur pour revendre l'excédent de production à un fournisseur d'énergie, pour permettre d'ailleurs à d'autres utilisateurs d'utiliser cette énergie verte-là, et quitte à en récupérer une partie cet hiver quand on en aurait eu besoin. Et voilà. Après, le petit nid était isolé, il est sur un terrain loin un peu de la maison. Et puis, on avait envie, je crois, de faire cette expérience de l'autonomie complète pour montrer que c'était possible. Parce qu'on a des demandes dans des endroits où, de toute façon, on ne peut pas rien d'autre prévoir que ça. Voilà. Ok. Donc, Et alors,
temps de rappeler, ça a commencé depuis combien de temps déjà Cette expérience l'aventure de des Tini. petits nids, ouais. Alors, ça a commencé en septembre, Officiellement. le 30 septembre 2020. Ouais. Le capital a été monté de cette société. Ok. Après, tu vas raconter l'histoire, parce que je ne vais pas parler tout seul, en fait. Euh, Non, bah, on avait lancé le projet, nous, depuis mars, non Ouais. 2020. Mhm. Et ensuite, on a passé un an à Modéliser, travailler sur l'aspect à la fois technique. ouais, Et technique et puis, surtout la communication, ouais, Ok. l'aspect communication, site internet, etc. Le montage de l'identité des petits nids, en fait. Ok. Savoir où on allait. Et effectivement, ce qui nous a pris aussi du temps, c'est l'optimisation au maximum de tout l'espace intérieur. Parce que c'est vrai que dans les petits espaces, c'est quand même très important d'avoir beaucoup de rangement, un espace qui soit optimisé pour servir à plusieurs choses à la fois. Donc voilà, notamment la cuisine, les espaces pour circuler, etc. Tout a vraiment été pensé minutieusement. Voilà. Et puis là, avec l'arrivée de notre showroom, on a pu faire aussi un bilan de tout ce qu'on avait bien fait, tout ce qui était plutôt à retravailler. Voilà. Bien. Ça c'est des choses qu'on a pris le temps de faire pour vraiment les faire de manière la mieux possible. voilà. Ok. Donc, on commercialise véritablement les petits nids depuis l'année dernière, sachant qu'on avait prévu justement une montée douce en puissance, puisque il faut que l'outil de production suive. Voilà. Donc là, en plus, bon, les dossiers sont relativement longs. Ce qui a pris du temps, effectivement, c'est que les gens avaient besoin de voir. Hein. Donc, on a eu beaucoup de visites là pendant tout l'été, de visites et d'essais, parce que les gens sont venus les essayer. Et là, on a beaucoup de dossiers où les gens cherchent des terrains, parce que trouver un terrain aujourd'hui, Pas facile. ça demande de l'énergie. Mhm. Il faut vraiment s'en occuper. Il y a des terrains disponibles, mais ils ne sont pas longtemps, donc il faut être assez rapide. Et donc, pour être assez rapide, il faut rapidement avoir les accès aux informations dont on a besoin. Donc, nous, on a fait un gros travail avec notre architecte pour justement qu'elle se rende disponible pour assister nos clients sur justement déterminer si le terrain va pouvoir convenir a priori sur le projet ou pas, ce qui permet de ne pas passer trop de temps sur des terrains qui, de prime abord, vont jamais pouvoir accepter ce genre de choses. Donc ça, on progresse. Et puis ensuite, il faut déposer le permis. Et nous, on ne lance véritablement la production qu'à partir du moment où on a l'acceptation du permis. On ne peut pas prendre de risque. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis, il y a un autre aspect aussi qui n'est pas négligé, c'est l'accessibilité du terrain, puisqu'on a parlé tout à l'heure de transport exceptionnel. Et effectivement, la contrainte est qu'on a un terrain qui fasse minimum 5 mètres de large en accès et qui soit carrossé, en tout cas pour la partie, on va dire, novembre-mai. Parce que on a un petit nid qui arrive et qui va varier entre le 20 mètres qui fait 7 tonnes et le 45 mètres qui va faire un peu plus de 10 tonnes. Voilà, donc on a un convoi quand même important, plus la grue qui vient. Voilà, donc il y a cette étude-là aussi du transport qui se fait. Donc on peut monter des petits nids, terminer le montage des petits nids dans un cercle autour de l'atelier. L'atelier est aux Herbiers, en Vendée, à 1h30 de l'atelier. Parce qu'à 1h30, on déplace des équipes juste pour la journée, on n'est pas obligé de les déplacer en ce qu'on appelle en déplacement lourd. Donc au-delà, on est en transport exceptionnel. Donc il y a des dossiers malheureusement qu'on a dû écarter parce que l'accessibilité au terrain n'était absolument pas possible. Voilà. Donc ce qu'on fait quand on est contacté, c'est qu'on prend les coordonnées du terrain, on vérifie avec l'architecte la faisabilité déjà au niveau du terrain, et si c'est OK, on fait très vite passer le transporteur pour éviter de décevoir en fait les amorces de projet, parce que sinon, voilà. Et c'est déjà arrivé, malheureusement, on a eu des gens qui, désespérés, ont dû renoncer à leur projet parce que ce n'était pas accessible sur le terrain.
D'accord. Et Voilà. est-ce qu'il y a un profil type aujourd'hui du public qui vient chercher ce type d'habitat? Alors, le profil type, il n'y a pas un profil type, Hmm. on a plusieurs, en fait, natures de projet, hein. Ouais. Mm. On a aussi bien des particuliers pour en faire un habitat principal ou bien un habitat secondaire Mm. quand même, soit sur le terrain habité, soit sur un autre terrain proche de la mer ou en campagne aussi. Euh, on a également des professionnels qui veulent mettre en place des écolieux pour en faire de la location, mais effectivement, repenser tout cet aspect camping et vacances. Euh, Vraiment mettre en place plutôt des habitats qui soient, comme le petit nid, inscrits dans le développement durable et puis créer vraiment tout un lieu autour qui soit naturel, repensé avec des activités notamment de permaculture, etc. Ça, c'est vrai que Ok. Ouais, on on a a ce genre quelques de projet. dossiers. Ouais. Une nouvelle intéressante qu'on a eue malheureusement un peu trop tard. Il y a eu à Lyon, je crois, il y a Oui. 15 jours, le premier salon de l'habitat durable léger, c'est ça? Euh, oui, mais pour spécialisé dans le tourisme. Spécialisé dans le tourisme. Voilà. D'accord. Ah, Et Arizona, D'accord. je pense que ça s'appelle. Arizona, ouais. Donc, on attend le retour parce qu'on avait donc un comité de pilotage avec la région Vendée qui s'est déplacé sur site. Donc, on attend leur retour. C'était plutôt une bonne nouvelle pour nous. Et on voit que de toute façon, ça bouge dans tous les secteurs parce qu'on a des campings déjà qui sont venus nous voir Mm. et qui réfléchissent à mettre des habitats plus durables. J'étais la semaine dernière au Gros-du-Roi dans un des plus grands campings d'Europe Ouais, qui a 62 bungalows qui ont brûlé avant l'été. Et c'est une évidence pour eux qu'ils vont partir sur de l'habitat durable et non plus sur de l'habitat non durable. Hmm. Ça a du sens parce que pour faire du non durable léger, pas cher, on ne peut pas être en biosourcé. C'est pas possible. Aujourd'hui, la filière de ce genre de matériaux euh, voilà, nécessite que y ait de l'argent suffisamment de consacré pour pouvoir la rendre viable. On est sur des matériaux relativement récents, donc bon, je vous apprends peut-être rien, mais ce sont des matériaux qui en général, symbolisent aussi une autre manière de construire, une autre approche plus équitable. Et donc, qui dit équitable dit répartition en fait sur l'ensemble de la filière de marge suffisante pour pouvoir à la fois vivre, verser des salaires corrects et envisager l'amortissement en fait des machines utilisées, etc. Donc forcément, ça donne un produit qui, par nature, est plus cher qu'un produit industriel, hein. Quand on compare la laine de bois aujourd'hui par rapport à une laine de verre, on n'est pas sur le même rapport de prix. Pourtant, on est sur le même rapport en termes d'efficacité, voire même supérieur pour le même matériau biosourcé. Mais évidemment, au bout du compte, on a un budget qui est un peu plus important, contre lequel nous, on doit argumenter, puisque quand on a commencé nous, ce projet, on est allé au salon de La Rochelle de l'habitat léger, de l'habitat de loisirs. On a vu des choses d'un point de vue esthétique assez intéressantes. On a pris peur quand on a vu les prix, mais quand on a touché les matériaux, on a compris qu'on n'était pas du tout sur le même domaine. C'est-à-dire que là, les campings qui sont venus nous voir sont francs avec nous. Ils nous disent ces bungalows-là, au bout de 7 ans, ils les jettent, quoi. Ils sont amortis. S'ils durent 10 ans, c'est bien, mais s'ils ne durent pas 10 ans, on les jette, on les détruit. Donc là, on n'est plus du tout sur le même raisonnement. Nous, les petits nids, 100 ans, c'est pas rien, quoi. Donc on investit sur une vraie maison. Donc effectivement, il faut comparer ce qui est comparable. Euh, et aujourd'hui, un petit nid, voilà, c'est le fruit de passion, Hmm. de matériaux locaux, de matériaux durables, de matériaux biosourcés et de matériaux assemblés avec des compagnons dans un esprit d'atelier et non pas d'usine. Ok. De l'artisanat. On est Et donc sur de l'artisanat, exactement. donc,
Donc effectivement, ça exclut l'optique autoconstruction par le porteur de projet. On n'est pas dans cette optique-là ici. Non, Non. non, non. Ok. On a eu des sollicitations sur le sujet, mais pour l'instant, on a botté en touche parce qu'on a, nous, une réalité Mhm. qui nous oblige, c'est la garantie nationale, en fait. Oui, bien sûr. Et on arrive sur quel ordre de grandeur au niveau des prix? Alors, comme ça, hein, de manière brute, mais pour vous donner quand même une information sur le sujet, sur un 20 mètres carrés, on est plutôt aux alentours de 80 000 euros dans une optique nue, prêt à être équipée. C'est-à-dire, il y a les cloisons, tout est passé, les arrivées d'électricité, d'eau. Il reste à installer la salle de bain et la cuisine. Et à le meubler, parce qu'on a eu des demandes aussi meublées. Voilà. Mais pour comparer un petit nid par rapport à un prix de finition avec d'autres concurrents, il faut le comparer, à mon avis, dans cette formule-là, c'est-à-dire nu, prêt à être équipé. Donc, pour un 20 mètres carrés, on est aux alentours de 80 000 euros TTC. Hein. On est sur plutôt du 100 000 euros pour le 33 mètres carrés. Et on est sur du 140 000 euros pour le 45 mètres carrés. Donc, on avoisine les 3 300 euros du mètre carré, là où aujourd'hui, une construction plus grande va tourner aux alentours des 2 700 euros du mètre carré. En bâti En, classique en- béton. ou en bâti classique béton. Voilà. La difficulté auquel on se confronte aujourd'hui, c'est que les prix n'ont plus rien à voir avec seulement il y a un an et demi. Tous les matériaux ont explosé. Mais on a des consommateurs qui n'ont pas encore vraiment pris la mesure Putain, euh, mais va te faire. de l'évolution des prix. Et donc, on a notamment un projet qui s'est stoppé pour le moment. Un investisseur qui, lui, ne voudrait pas voir son investissement, comment dirais-je, cassé par le fait que dans un an et demi, les matériaux retombent et qu'il les ait payés plus cher. Nous, on a des études assez sérieuses de la part des syndicats auxquels on fait référence, puisqu'on fait partie donc, du syndicat du bois, en ce qui nous concerne, sur le fait que les prix ne redescendront plus. En fait. Ils ont monté, ils se sont stabilisés, donc c'est déjà une bonne nouvelle, mais ils ne descendront probablement pas. En tout cas, pas avant très longtemps. Donc c'est une information importante pour nous. Mais on comprend que certains clients se posent la question et préfèrent reporter leur projet en se disant peut-être que je le paierai quand même moins cher si j'attends un peu plus tard. Voilà. Ok. Donc on est sur cette réalité-là. On voit bien que toutes les choses évoluent. Vous voyez, par exemple, dans le marché de l'occasion, aujourd'hui, vous pourrez observer, hein, vous pourrez vérifier tout ce que je vous dis, hein, ne me croyez pas sur parole, vous allez voir un nombre de biens revenir sur le marché. Après le Covid, il y avait quasiment plus de biens à vendre, notamment en Vendée. Nous, c'était waouh, il y avait eu la razzia. Il y a de nouveau des biens qui se mettent sur le marché. Donc on se dit, ouais, c'est super, au prix du marché, qui est plutôt haut. Mais quand on regarde avec un regard averti, ce sont des biens qui ont des bilans énergétiques extrêmement dégueulasses. On est sur du bilan E ou F. Euh, et là encore, il y a un piège, c'est-à-dire que le consommateur qui n'est pas averti, il paye un bien au prix du marché actuel, sachant qu'il va devoir obligatoirement, d'ici un an et demi, faire des travaux de réhabilitation du bien, puisque les biens ne pourront plus ni être vendus ni être loués dans un an et demi s'ils ne sont pas avec un bilan énergétique correct. Donc, on va voir le marché se corriger petit à petit, puisque les vendeurs, à un moment donné, vont avoir en face d'eux des acheteurs avertis, et donc qui vont faire baisser les prix pour pouvoir intégrer le coût des travaux dans l'achat, ce qui pourrait tirer vers le bas l'ensemble du marché. En tout cas, on ne l'espère pas, mais ça pourrait être le cas, du marché de l'occasion. Donc, on voit bien que dans tous les domaines, en ce moment, on est sur une vraie transition. Quoi. Oui, parce que dans mon expérience, jusqu'à maintenant, le niveau de performance énergétique dans de l'occasion n'avait pas un impact très important dans la négociation d'un prix de vente. Hein. Quasiment pas. Là, ça va changer. Ouais.
Là, le fait que la loi oblige. Donc, on a beaucoup de gens, notamment qui ont investi dans l'immobilier de manière, enfin, depuis très longtemps. J'en avais encore un là ce matin en rendez-vous, et donc lui me dit que, alors il y a deux manières de réagir. Il y a ceux qui vendent parce qu'ils se disent oh là là, je vais avoir trop de travaux à faire, ça va être une catastrophe. Et il y a ceux qui attendent parce qu'en fait ils savent que il va y avoir probablement des aides ou des aménagements au niveau des impôts qui vont leur permettre peut-être de faire les réparations. Voilà, donc on voit bien que qu'on prenne le marché de l'occasion où là il y a une vraie mutation, qu'on prenne le marché du neuf, où là, par les lois en vigueur, irrémédiablement, on pousse vers la qualité euh, à monter. Euh, il se passe des choses, quoi. Il se passe des choses, et puis les consommations d'énergie aussi vont influencer sur ce type d'habitat que nous proposons, puisque à la fois à rafraîchir et à chauffer, on voit bien qu'on n'a pas eu besoin de clim dans le Petit-Nid, alors qu'on a eu quand même des températures assez conséquentes. Et en Vendée, on fait partie des 17 départements qui avons eu le plus chaud cet été. Donc on a bien pu tester le produit, quoi. Ouais. Ok, ok. Donc là, de ce que j'ai pu voir dans les images, on est sur un poêle à bois pour le système de chauffage. Alors, Euh, oui, oui. et je me demandais, voilà, est-ce que c'est nécessairement le cas? Est-ce qu'il y a d'autres options? J'imagine qu'un poêle de masse, ça va être compliqué vu la structure du Ouais, bon, bâtiment. un poêle de masse, il faut oublier, parce que Voilà. sinon, le problème, c'est que vous allez allumer votre poêle de masse, puis vous allez attendre en short dehors que ça se refroidisse à l'intérieur, parce que vous allez avoir trop chaud. Euh, non, en fait, alors, nous, le modèle Expo avait pour but de proposer, de montrer qu'on pouvait mettre tout type, en fait, de solutions. Donc, Et de proposer aussi l'autonomie. et de proposer l'autonomie, oui. Donc, on a poussé vraiment très loin la recherche. Donc, on a du gaz, de l'électricité et des granulés. D'un point de vue purement économique, mais aussi, ça va peut-être vous surprendre ce que je vais vous dire, écologique, on opterait, nous, en proposition de base, on a opté pour des radiateurs électriques, mais à densité, c'est-à-dire avec de la pierre de lave, ce qui permet d'avoir un COP très intéressant, puisque Merci. l'inertie leur permet en fait de produire 3000 quand ils consomment 1000, donc c'est vraiment hyper intéressant. Ça rend l'outil confortable aussi parce que ça peut se gérer en domotique. Donc pour les locations, c'est intéressant parce qu'on peut gérer la température à distance. Ça donne aussi un vrai confort. Donc, en fait, l'option serait tout électrique pour l'allier avec les panneaux solaires qui, eux, fournissent par nature de l'électricité et avoir une bonne gestion entre la captation solaire et la consommation qui, elle, va prendre en compte ce qu'on produit, en fait. Voilà. Si on produit de l'électricité et qu'on n'a que du gaz, ça ne va pas avoir beaucoup de sens. Donc, on voit que le gaz, en plus, ça a explosé aujourd'hui. L'électricité est quand même une bonne solution, en tout cas on l'espère, à condition qu'il désindexe le prix de l'électricité à celui du gaz, mais pour l'instant c'est un autre débat. Donc, en tout cas, on voit que si on avait mixé nos panneaux solaires avec un compteur et qu'on avait pu envoyer notre production sur le réseau, on aurait potentiellement de l'électricité à récupérer cet hiver pour pouvoir nous permettre d'alimenter notre gaz et notre chauffage. C'est quand même super intéressant. Voilà, le poêle à granulés, c'était un essai. Le problème, c'est que c'est bruyant, en fait, les poêles à granulés. Et que dans un petit environnement, il faut s'habituer. Alors, nos ancêtres se sont habitués aux horloges qui sonnaient toutes les heures. Je pense qu'on doit pouvoir s'habituer au bruit du poêle à granulés. Oui, c'est pas si assourdissant que ça. Euh, Mais alors, nous, on a un gîte dans lequel on a un poêle à granulés, on a une yourte dans laquelle on a un poêle à granulés, mais moi, j'avais jamais dormi dans presque la même pièce que le poêle à granulés. Et c'est là où je me suis fait avoir, en fait, parce que je pensais que non, et finalement, si, quand même. Bon, voilà. Après, ça reste un choix judicieux. Bon, le prix des granulés a explosé, hein, on le sait tous. Bon, on sait aussi que probablement c'est parce que il y a eu une fausse alerte sur le granulé et que les fournisseurs ont dû vendre ce qu'on leur demandait, et donc il y a eu pénurie artificielle en fait. C'est en train de se résorber d'ailleurs. Je vois que ce matin au Super U chez nous, il est à 8,40 €. Il était monté à 10 €, presque 11 € il y a un mois.
Donc, on voit que c'est en train de rechuter. Voilà. Ce n'est pas des choix faciles, l'énergie d'aujourd'hui, hein. En tout cas, nous, le petit nid, il peut accepter tout type d'énergie. Il peut accepter du gaz, il peut accepter de l'électricité, il peut accepter un poêle à granulés, un poêle à bois. L'avantage dans les poêles à bois, c'est qu'on a des propositions qui sont avec des modèles plus petits. On démarre à 2 kWh sur un poêle à bois avec des bûches de 20 cm. Donc là, on est sur un produit qui est plus adapté à la taille de nos petits nids que le poêle à granulés qui démarre à 4 kWh, mais qui va mal fonctionner si on le fait fonctionner en permanence à 4 kWh parce qu'il va s'encrasser. Il est plus pour 6. Et donc, on a bien vu l'hiver dernier, à 6, finalement, il chauffe très peu, en fait, parce que il se met en route, la température descend, il se met en route, il chauffe, mais la température est très vite atteinte, et donc il s'arrête. Donc voilà, donc on a consommé très très peu. On n'a pas compté le nombre de sacs qu'on a. On va le faire cet hiver. On n'a pas compté le nombre de sacs qu'on a consommé l'hiver dernier. On n'y a pas pensé. Donc, mais c'était très peu en tout cas, c'est sûr. Et pour l'installation d'un parc photovoltaïque, il me semble que si on a donc l'ouverture principale au sud, Oui. on devrait avoir les toitures exposées plein est et plein ouest. Donc, a priori, c'est plutôt une disposition de parc au sol, je pense qu'il va être adapté. Alors, oui, mais c'est pareil, les recherches évoluent dans le domaine et en fait, on avait, nous, des comparaisons avec des toitures à l'est ou à l'ouest et on voit bien que là, dans ce cas-là, la production photovoltaïque est beaucoup moins importante que celle placée au sud. Mais lorsqu'on arrive à mettre un nombre de panneaux équivalent à l'est et à l'ouest, alors là, on arrive à une production qui est presque équivalente à celle du sud. Et donc, c'est intéressant parce qu'en fait, effectivement, le soleil, les panneaux de l'Est prennent le soleil très vite dès qu'ils se lèvent. Et lorsqu'ils sont au sud, ils captent encore. Mais dès qu'ils passent à l'Ouest, c'est les panneaux de l'Ouest qui prennent le relais. Et finalement, on arrive à avoir une production toute la journée d'électricité. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres visuels que vous voudriez nous montrer? Écoutez, je ne sais pas ce que ma fille a posé en fait. On a des plans, voilà, on a des plans. Alors, ce sont des propositions de plans. Évidemment, rien n'est figé, hein. Quelquefois, les modifications nous amènent à repasser au bureau d'études parce qu'on a des aspects structurels compte tenu des garanties décennales qui nous obligent quand même à valider tout changement de plan. Mais rien n'est impossible. On est vraiment, de ce point de vue, on est comme dans les tiny. On peut accepter avec plaisir, d'ailleurs, les plans suggérés par les acheteurs potentiels, hein, vraiment. Donc ça, c'est très agréable. Donc ça, c'est une proposition optimum. Alors évidemment, on a travaillé avec un architecte. Les architectes ont cette habitude de gérer l'espace de manière astucieuse. Donc rien, aucune place n'est perdue. Là, quand vous êtes... Donc là, c'est le 20 mètres carrés. Donc vous voyez la différence entre le 20 mètres carrés, on va vous montrer le 33, c'est la chambre en fait. Voilà, on met une chambre en plus. OK ? Donc, c'est confortable pour les gens qui veulent y vivre parce que, effectivement, vu ça, on peut avoir sa chambre isolée avec un vrai dressing et on peut avoir sa vraie pièce de vie et les deux séparés. Donc, ça, c'est top. Et on a une vraie salle de bain. Voilà. Donc, y vivre, c'est vraiment intéressant. Nous, avec ma femme, on a essayé le petit nid au mois de février. Il venait juste d'arriver. En fait, ça faisait 2 mois qu'il était là. On l'a essayé au mois de mai. Et on n'a pas voulu l'essayer une troisième fois parce qu'on avait peur de ne pas avoir envie de retourner dans notre maison, en fait. Tellement on était bien dans cet endroit-là. Donc voilà. Ok, super. On peut prendre quelques minutes pour aussi répondre aux questions des participants. J'ai vu que Evelyne a levé la main. Alors, il faut faire activer le son en bas à gauche de votre écran pour que vous puissiez activer. Oui, voilà. Bonjour, Evelyne. Oui, bonjour. Alors, je ne sais pas si vous me voyez. Si, c'est on bon. voit. Et si vous m'entendez? Oui, Oui. bonjour. Super. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Écoutez, merci de me donner la parole. J'ai écouté attentivement tout ce que vous avez dit et malheureusement, j'ai pris votre webinaire en cours de route. Donc voilà, pour vous dire, moi j'habite dans le sud de la France, à côté de Montpellier. D'ailleurs, je vous avais contacté il y a quelque temps pour avoir des informations sur Optini.
Alors, j'ai des questions plus ciblées, on va dire, plus techniques. Enfin, j'étais intéressée par un projet de petit nid, d'installation sur mon terrain, etc. Moi, j'aurais peut-être des questions d'accessibilité. Donc, je voulais vous demander quelle est la largeur minimale de voirie dont vous avez besoin pour accéder au terrain. Si ça, vous avez défini cet élément-là. J'ai une question qui concerne la chaleur, puisqu'évidemment, dans le sud, à côté de Montpellier en particulier, on est quand même très exposé et la prospective en termes de température à venir sur ce territoire est quand même pas très réjouissante. Alors tout à l'heure, vous évoquiez la question de l'isolation du petit nid. Donc j'ai bien entendu que cette isolation était performante lorsqu'il fait chaud. Lorsqu'il fait froid, a priori, ça pose pas de souci, enfin en l'occurrence ici en particulier, mais bon, sait-on jamais. Cela dit, vraiment pour nous, la problématique, c'est la chaleur. Et donc j'ai entendu que vous n'aviez pas eu besoin de climatiser, voilà, que vraiment les températures avaient été élevées chez vous aussi cet été, et qu'il n'y avait eu que quelques jours au-dessus de 30 degrés. Mais j'ai quand même une question, parce que moi j'ai entendu des chiffres sur les températures l'été à l'horizon 2050. Alors ça paraît encore un peu loin, mais ça arrive assez vite. Et on nous parle quand même de 50 degrés Celsius l'été ici, et dans l'est de la France, environ 54. Du coup, la question que je me posais, c'était est-ce que vous avez fait des calculs pour évaluer justement le nombre de jours l'été de chaleur au-dessus de 30 degrés dans le petit nid? Quelle température faudrait-il avoir en fait? Sur combien de jours? Quelle température extérieure, je vais y arriver, quelle température extérieure l'été faudrait-il avoir et pendant combien de jours pour avoir plus de 10 jours à 30 degrés dans le petit nid? Alors, avec l'isolation que vous avez. Alors, j'ai encore deux autres questions. oui, bien sûr, bien Et sûr. après, je vous laisse, parce que je ne veux pas monopoliser la parole. Alors, il y a ça. Il y a la question des toilettes. Tout à l'heure, une des personnes, un des participants parlait de récolter l'eau, récupérer l'eau. Vous évoquiez des possibilités de récupérer l'eau, etc. OK. Mais par exemple, les toilettes, si vous êtes totalement autonome dans la nature, là, vous avez des jolis WC en faïence, enfin en céramique, mais avez-vous pensé aux toilettes sèches? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est d'ores et déjà possible? Voilà. Et j'avais une autre question qui a trait à la capacité d'accueil du petit nid. Alors, j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait un petit nid de 45 mètres carrés, donc ça, je l'ignorais. Mais moi, je me posais aussi la question de savoir s'il était possible d'accoupler des modules, des petits nids de tailles différentes. Bon, je pense que la réponse est non actuellement, mais est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez aussi ou pas? Alors, peut-être pas dans un futur immédiat, j'imagine bien, parce que c'est un projet récent, ce que vous mettez en place. Voilà. Et si une dernière question relative à la chaleur, est-ce que vous avez envisagé une casquette? Alors, l'avant de la façade principale du petit nid est totalement vitrée, mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que ça a un intérêt d'avancer un peu la structure au-dessus de la façade vitrée pour créer une certaine zone d'ombre, voilà, enfin, pour rafraîchir un peu, on va dire, voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous demander. Super, merci Evelyne pour ces questions. Donc, je vais essayer d'y répondre les unes après les autres. N'hésitez pas à me reprendre si tout d'un coup vous avez l'impression que j'oublie quelque chose. Je vais les prendre dans l'ordre inverse. Donc, on va partir de la notion de casquette, en fait, de brise-soleil. Oui, on a envisagé des brises-soleil et notamment un client nous a fait concevoir un brise-soleil mobile, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait éventuellement se glisser pour disparaître l'hiver, mais pouvoir apparaître l'été. Donc évidemment, ça c'est possible, il n'y a pas de souci. C'est juste, au niveau technique, il n'y a pas de problème. Après, c'est des choses qu'on ne propose pas a priori parce que c'est un budget et donc ça doit être lié à une demande particulière. Mais oui, on l'a envisagé.
Deuxièmement, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, en fait, notre petit nid est en étude thermique actuellement auprès donc d'un spécialiste justement pour répondre aux besoins du Sud. Parce qu'on a eu, la première année, on a eu 70% des demandes étaient dans le Sud de la France. Donc, évidemment, voilà, les perspectives de température et d'évolution des températures nous amènent à y réfléchir sérieusement. Alors, pour l'instant, de toute façon, les thermiciens sont clairs sur le sujet, avec des températures avoisinant 45, 50, 52 degrés, sans climatisation, ce sera compliqué. Ouais. Ce sera compliqué parce que, à un moment donné, on ne sait plus comment évacuer la chaleur, en fait. C'est tout simplement ça. Voilà. Donc, le modèle, lui, a la possibilité d'accepter à la place du système de radiateur, enfin oui, de radiateur qui est prévu, un système de climatisation réversible qui va... alors, le paradoxe, c'est que c'est moins consommateur d'énergie qu'un radiateur l'hiver, mais qui, par nature, va fonctionner aussi l'été, puisqu'on va s'en servir pour le refroidir, et qui, là, va dépenser de l'énergie. Et donc, c'est d'où l'intérêt aussi des panneaux solaires. Ça veut dire qu'au moment où on va lui demander de l'énergie aussi l'été, ça va pouvoir être compensé par le système solaire qui va lui apporter l'énergie dont il a besoin. Voilà. Et en fait, on m'a donné des informations plus en termes de sensation. Parce qu'il y a les chiffres, mais il y a la sensation aussi. Et on a vu que quand on a dépassé les températures de 30 degrés, les quelques jours où on a dépassé les températures de 30 degrés dans le petit nid, je ne parle pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, on conservait un sentiment, alors de fraîcheur, c'est peut-être exagéré, mais de non-étouffement parce qu'il y avait cette ventilation naturelle entre le nord et le sud. Je ne sais pas si vous le savez pour la plupart d'entre vous, mais la sensation de température, c'est quelque chose qui est relatif. Et c'est lié essentiellement à deux choses, à la température du sol, plus à la température du lieu. Si vous avez un sol, par exemple un carrelage l'hiver, qui est à 14 degrés, et que vous avez 20 d'affiché sur votre thermomètre, l'équation, c'est 20 plus 14 divisé par 2. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, dans un univers à 20 degrés, vont avoir froid, alors qu'il fait 20 degrés sur le thermomètre, alors que d'autres, à 18 degrés, ne vont pas avoir froid. Parce que, par exemple, dans une maison en bois, le bois prend la température naturelle de l'endroit où il est. Donc, si vous avez 20 degrés sur le thermomètre, le bois est à 20 degrés. Vous voyez ? Donc ça, c'est des éléments en bioclimatique qui sont importants à considérer parce que, par exemple, nous, on a prévu donc une ventilation traversante et le simple fait d'avoir une ouverture de 10 cm côté nord et 10 cm côté sud crée forcément une légère dépression que votre corps ressent. Et donc, ça fait la différence entre un endroit clos où on va avoir une température constante qui va devenir lourde et un léger filet d'air. C'est ce qu'on obtient d'ailleurs quand on met des ventilateurs, en fait. Quand on met des ventilateurs, on force l'air à être brassé. Le ventilateur ne refroidit pas du tout l'air, mais la sensation qu'on en a vient du fait que l'air soit brassé, en fait. Voilà. Donc, on joue un peu là-dessus. Et donc, tout ça composé, dans le sud, on a de bonnes raisons de croire, mais on va avoir la confirmation par nos thermiciens, qu'en mettant un brise-soleil plus avancé, en utilisant ce principe bioclimatique et en utilisant de la clim réversible, on doit pouvoir répondre aux besoins du Sud. Voilà. Donc ça, c'était la réponse à au moins une des 4 questions. La suivante, c'était les toilettes sèches. Alors, il se trouve que notre modèle d'exposition est en toilettes sèches et en phytoépuration. Voilà. Donc, et en autonomie solaire. Voilà. Donc, oui, bien sûr, ces solutions sont parfaitement envisageables. On les encourage même, évidemment, pour des questions de consommation d'eau, déjà. D'un point de vue écologique, c'est important, parce que l'eau va devenir quand même un bien précieux dans les années à venir aussi. Donc, moins de consommation d'eau. Et quand bien même on voudrait quand même mettre des toilettes classiques, la phytoépuration, c'est une solution intéressante. Alors, malheureusement, aujourd'hui, elle reste chère. Et en plus, elle a excessivement augmenté depuis le Covid, pour des raisons d'approvisionnement, je pense, mais on n'a pas toutes les explications là-dessus. Parce que, par exemple, le modèle qu'on a installé, qui est un système phytoépuration prévu pour 4 personnes à vivre toute l'année, nous est revenu installé à peu près à 3 000 €.
ce qui est l'équivalent ce qui était l'équivalent d'une microstation, voilà, qui quand même par nature est un peu écologique, mais qui nécessite par exemple d'être vidangé tous les 3-4 ans, alors, ce qui n'est pas le cas pour la phytoépuration, qui nécessite un bulleur, donc avec une liaison avec de l'électricité, ce qui n'est pas le cas de la phytoépuration. Sauf qu'aujourd'hui, ça a doublé. C'est-à-dire que pour une phytoépuration du même type, on est à pas loin de 6 000 €. Alors que les microstations n'ont pas évolué dans le même sens. Donc, sur ce sujet-là, je vais un peu botter en touche. Il y a des solutions, mais économiquement, ce n'est pas la panacée pour le moment. Donc, il y a des arbitrages et des régulations qui doivent se faire. Je pense que dans les mois à venir, tout ça, ça va peut-être s'arranger. Mais je mets la réserve de cette fameuse guerre d'Ukraine qui supporte sur le dos pas mal de choses, à mon avis, qui ne concerne pas toujours le simple fait qu'il y ait la guerre en Ukraine, mais bon, qui permet en tout cas de faire passer pas mal de choses. On le voit bien. Parce qu'on a l'impression, franchement, dans le monde de la construction, on a l'impression que tout venait d'Ukraine ces derniers temps. C'est incroyable. Voilà. Donc ça, c'est une réponse à la deuxième question. Après, est-ce que tu as... La possibilité Oui, la voirie. Oui. Ah oui, couplet et voirie. Alors, on a besoin de 5 mètres minimum de large et de 5 mètres minimum de haut pour pouvoir passer le convoi et la grue. Voilà. On ne sait pas faire à moins. Oui. La grue, oui, c'est encore autre chose. Parce que, voilà, il y a ces contraintes. Alors, quelquefois, il faut voir si on ne peut pas passer par le mur d'un voisin. Là, récemment, je suis retourné sur Paris parce que le transporteur avait dit non, mais notre client a envisagé une autre solution avec un de ses voisins. Et donc, je suis passé pour voir. A priori, ça pourrait sembler être bon. Donc, on refait passer le transporteur pour valider cette solution. Voilà. Dommage parce que vraiment, le client était super emballé et il a tout essayé pour pouvoir utiliser cette solution, mais il y a des moments où ça freine, quoi. Voilà, ça c'est l'aspect voirie. Et... Coupler des modules entre eux, c'est possible et envisagé à l'heure actuelle. On a prévu des sas, plusieurs types de sas vitrés, non vitrés, voilà, pour pouvoir communiquer en fait en plusieurs modules entre eux. Alors, il faut le penser en projet amont. Non, je n'ai pas les images là-dessus. Ah ok, parce que voilà, on pourrait peut-être le déposer quelque part. On a l'autorisation du client. Sur Insta, par exemple. Oui, et puis je pourrais vous les envoyer aussi si j'ai vos coordonnées. Oui. Normalement, voilà, parce que en fait, on a un très beau projet à la Soucherie à côté d'Angers. Et en fait, eux, ils ont prévu justement sur une terrasse de 400 mètres carrés de coupler 3 modules. Oui. En mettant les chambres de chaque côté et donc en ouvrant complètement le 33 mètres carrés pour en faire une seule pièce de vie. Et ça va donner un truc waouh, qui a vraiment de la gueule. Sinon, on envisage aussi pour des logements toute l'année de ne pas faire de sas et de se servir des mêmes murs porteurs pour relier les modules entre eux. Ce qui permettrait une économie substantielle. Parce que dans le cas d'un sas, on a 2 modules finis qui viennent se relier par un sas qu'on ajoute, en fait. Oui. Alors que dans le cas où on les couplerait directement, on pourrait utiliser une seule cloison pour les deux. D'accord. Voilà. Et ça, techniquement, c'est possible. D'accord. OK. Et j'ai vu que vous aviez... Alors, tout à l'heure, vous avez indiqué qu'il y avait un petit nid de 45 mètres carrés. Oui. Du coup, il est réparti pièces de vie, sanitaire et chambre. Oui. Alors, oui, on n'a pas encore numérisé le plan. Donc, mais on va vous le décrire, on va essayer d'être bon en description. Alors, imaginez, vous voyez là le 33 mètres carrés qui est affiché. Oui. En fait, vous mettez une cloison après le lit, dans le prolongement de celle de la salle de bain, et donc ça nous permet de mettre un couloir, en fait, ici. Le dressing de cette chambre, on le met en face, comme le placard qui est initialement sur le 33 mètres carrés, on le met dans l'enfilade, ce qui permet d'avoir quand même du rangement pour cette première chambre. Et au bout, on met la même chambre que vous avez dans le 33. D'accord. Okay, ça, c'est une première version. Et on a une deuxième version où on enlève les WC de la salle de bain,
on les met à côté du placard, ce qui fait que ça nous permet de centraliser le passage au milieu du petit nid et de faire 2 chambres de chaque côté dans l'enfilade. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Et ce modèle est né parce qu'on a eu pas mal de demandes de 45 mètres carrés avec 2 chambres. L'avantage des 2 chambres, c'est… Voilà. Oui, oui. D'accord. Ok, Ok. est-ce qu'il y a quelques dernières questions chez d'autres membres du public, d'autres participants? Alors, soit nous avons été très clairs. Ça a l'air C'est possible, hein, c'est possible. Moi, j'ai quelques questions, Marco. Marco. Donc, moi, j'habite de l'autre côté de Madame. Je suis dans le Nord-Pas-de-Calais. Ouais. Je vous suis depuis les premiers jours. J'avais échangé aussi avec vous sur les tarifs, les gabarits et tout ça. Donc voilà, moi j'ai 2, 3 questions. Aujourd'hui, une fois que le permis est développé, que les arts sont versés, quelle est votre durée de production et de livraison? Alors, pour l'instant, on donne maximum 6 mois. Ok, Mais le jour où on a l'obtention du permis, on vous donne une date. d'accord. Voilà. Ok. J'ai l'impression que vos prix, ce qui paraît logique, ont été augmentés par rapport au premier prix d'il y a 2 ans. Ça, vous en avez parlé. Ouais. Aujourd'hui, on parle de combien? Je pense qu'on est dans les 15%. Oh non, on a pris, à mon avis, un peu plus. Pour vous donner une ordre d'idée, le modèle qu'on a chez nous, qui était initialement prévu aux alentours de 85 000 €, est aujourd'hui dans la même configuration. Alors là, je vais parler avec la cuisine et la salle de bain faite. Hmm. On est plutôt à 110 000. Ok. Et on a gardé, je tiens à le dire parce que c'est important pour nous, on a gardé notre politique de marge de 8%. C'est-à-dire qu'on sait que 8%, c'est hyper important pour nous, pour continuer à faire de la R&D, pour continuer, voilà. Donc, ce n'est pas une marge hyper importante, croyez-le, parce que voilà, c'est ce qui nous fait vivre aussi, hein, mais elle est indispensable. Et malgré cette politique de marge, voilà, on n'a pas… Et cette politique de répartition des fournisseurs, parce qu'on a eu cette chance avec Guérin Brémaux, comme ils ont 30 ans d'expérience, qu'ils n'aient pas un fournisseur de fenêtres, ils en aient 3. Pas un fournisseur de bois, mais 3, de manière à ce que si tout d'un coup il y en a un qui flambe, l'autre puisse se répartir, etc. Malgré ça, on n'a pas pu voilà, faire mieux que ça. Ok, et 2 autres questions rapides. Aujourd'hui, quelle est votre position sur la probable pénurie du bois, principalement, dans votre région? Parce qu'on s'en entend parler, alors moi je suis architecte, hein. On entend parler aussi de la razzia de pays étrangers sur le bois français et européen. Aujourd'hui, quelle est votre visibilité? Et la deuxième qui est un petit peu en conséquence, pourquoi vous avez fait le choix de menuiserie alu et pas de menuiserie bois ou de mix bois-alu? Alors, je vais répondre déjà à la dernière. On a fait ce choix de l'alu parce que on avait à cœur de faire un Made in Vendée. Okay. D'ailleurs, le label est en préparation, donc il va sortir. Donc voilà, on avait à cœur d'être Made in Vendée et on n'a pas de fabricant de fenêtres bois D'accord. Ok. en Vendée, mais on peut le proposer. Il y a eu des demandes avec bois extérieur, alu intérieur ou tout bois. Donc voilà pour la première. Et la deuxième, c'était la pénurie du bois. La pénurie du bois. Alors, nous, on est attentifs. La réponse qu'on a pour l'instant, c'est comme on est sur des bois de filière. C'est-à-dire que, à la différence de certains constructeurs, on n'est pas allé chercher les bois du Nord pendant des années. Donc, on a eu cet avantage de pouvoir minimiser l'augmentation des coûts, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais l'augmentation du bois a été faite du fait que les Américains qui achetaient au Canada se sont mis à acheter le bois finlandais, norvégien, ce qui a attiré l'œil de la Chine. À des prix qui n'étaient pas du tout ceux qu'ils payaient au Canada. Par contre, ils ont fait monter les surenchères parce que je crois qu'ils étaient aux alentours de 650 € de la tonne au Canada et on leur a proposé un 450 € de la tonne. Ils ont proposé plutôt un 450 € de la tonne aux Norvégiens, là où ils le vendaient 350. Donc les Norvégiens, enfin tous les pays du Nord, on le sait, hein, ont lâché. Et nous, on était sur un raisonnement filière déjà local, c'est-à-dire qu'on… Voilà. Donc évidemment, ceux qui s'approvisionnaient dans le Nord ont voulu se retourner sur les filières plus locales, et là, par contre, ils se sont fait un peu envoyer bouler. Donc, ça nous préserve un peu, je dirais, cette notion de filière,
Mais ça ne peut pas nous garantir que dans le temps, on n'aura pas des problématiques d'approvisionnement. Ça, on est tous logés à la même enseigne. Je ne peux pas me prononcer là-dessus de manière catégorique. Ok. Ce serait mentir. Est-ce que j'ai répondu? Je vais venir vous voir sous 2 mois. Avec plaisir. Ouais, super. Moi, je monte dans le Nord. Hein. Je monte lundi dans le Nord. Je vais Ah. voir justement un projet. Alors, je ne sais plus où je vais, mais je sais que je vais dans le Nord, à 2h30 de Paris, sur une magnifique plage du Nord. Ah, bah, c'est où je suis en ce moment, sur la côte d'Opale, ouais. Ah, d'accord. D'accord. Ok, c'est pas pour moi. Je vais vous dire où je vais. Mais voilà, je monte dans le Nord. Donc, avec plaisir, oui, oui. Alors là, on a, par rapport à Evelyne, on a effectivement l'objet inversé. C'est-à-dire que là, le petit nid va être exposé nord-sud. Ouais. Pour pouvoir voir la mer. Mais c'est top aussi. C'est une super exposition. Tout à l'heure, vous parliez des rendements de photovoltaïque. Il y a plein d'études aujourd'hui qui montrent que des photovoltaïques orientés ouest, parce qu'on a plus de durée de soleil, en fait, par rapport à sud, on est sur une perte de rendement de 10%. Oui, c'est pas beaucoup. En fait, voilà. Surtout sur les dernières générations de photovoltaïques que les premières, mais en fait, la perte d'orientation, elle est faible. Elle est très faible, c'est ça. Mm. Donc, ça nous permettrait d'envisager, dans certains cas, de pouvoir le poser sur le toit. Ça s'appelle Holt, là où je vais. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, très bien. C'est un particulier? Oui, c'est un particulier. Ok, d'accord. Moi, je vais venir passer une nuit chez vous. Je ne l'ai pas encore réservé sur Airbnb par rapport à mon planning, mais je vais venir discuter avec vous. Ouais. Et moi, ça fait 2 ans qu'on a échangé. Voilà. C'est cool. Merci Marco de votre fidélité. Ouais. Et puis, bah oui, nous, on est content quand les gens viennent l'essayer parce que je pense que les comparaisons sur papier, ça a ses limites. Et franchement, venir dans l'habitat, ressentir ce que c'est qu'un habitat léger en bois, ça a vraiment une valeur. Ouais, et puis il y a aussi parce que moi, c'est pour en faire ma maison principale. Puis il y a aussi, c'est toujours pareil, pas faire d'erreur et voilà, voir si c'est envisageable. C'est une 33 mètres carrés que vous avez chez Oui. vous. Hein. Oui. Ouais. Voir si c'est envisageable à l'année, quoi. Ouais, bien sûr, c'est ça. Il faut venir voir. Venir essayer. Bon, on va pouvoir conclure là le webinaire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les petits nids, où est-ce qu'on peut vous trouver des infos sur vous dessus? Oui, alors Je vais mettre le lien, les liens en dessous de la vidéo sur YouTube. Ouais, ok, super. Donc, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet déjà. Et puis après, on est sur à peu près l'intégralité des réseaux sociaux. Ils ne sont pas tous là. Facebook, Instagram, YouTube aussi également. LinkedIn, Pinterest. J'étais pas à Instagram, mais depuis que ma fille nous met des choses sur Instagram, j'y suis allé et j'avoue que c'est quand même pas mal. Voilà. Et donc, sur l'Instagram des petits nids, vous pourrez trouver notamment tout ce qui est aspect décoration, je l'ai dit tout à l'heure, et tout ce qui est petits films, vidéos sur le montage, sur nos aventures lors du montage, du passage des câbles, de la phytoépuration. Enfin, il y a plein de trucs intéressants. Ouais, puis les photos qu'il y a sur le Airbnb, il y en a un paquet aussi. Hein. Oui, Ouais. oui, oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Airbnb aussi. Et les retours en termes de location, on n'en a pas parlé, je vais m'arrêter, Joris, c'est promis, juste derrière, sont vraiment super intéressants. Nous, on s'est contenté de le mettre que sur Airbnb parce qu'on ne voulait pas être pris tout l'été, Ouais. parce qu'on voulait justement le rendre accessible aux visites. Et malgré tout, on a été vraiment très sollicités. Si on les avait mis sur des sites spécialisés de vacances vertes, de vacances atypiques, etc., je pense que vraiment, on aurait explosé. Ouais. Ouais. Voilà. Ok. Bon, eh bien, Merci beaucoup, Joris. Merci beaucoup. Merci à tous. À vous. C'est tout le monde. Et puis, au plaisir de vous retrouver à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.